Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview d'Alexandre Bonvin, CEO d'Audacia Group. Et aujourd'hui, on va aborder des thèmes du e-commerce à la blockchain en passant par l'esprit entrepreneurial. Donc, bienvenue à toi, Alexandre, et merci de nous inviter pour l'inauguration de cette si belle salle bien équipée. Ça me fait plaisir de faire la première interview, on va dire, dans cette salle avec toi. Donc, vraiment, je me réjouis. Puis bonjour à toutes et à tous. Plaisir partagé. Et je me rappelle quand on s'est ajouté sur LinkedIn il y a quelques temps, quelque chose m'a frappé, c'était ton titre Magic Partner. C'était ton titre sur LinkedIn et je me suis toujours demandé comment est-ce que tu le définirais. Alors, c'était un peu une inside joke avec moi-même dans le private equity. Enfin, les patrons, on va dire, de fonds, on les appelle les managing partners. Puis je voulais retrouver un truc un peu drôle comme ça. Puis j'essaye d'être un magic partner, de venir vraiment apporter de la valeur, que ce soit à tous mes contacts LinkedIn ou toutes les personnes avec qui je collabore ou je rencontre. Donc voilà, le côté partner, mais puis un peu funky, donc magic partner. Voilà, un peu en deux mots. J'ai pu constater ça dans mon feed LinkedIn. Et ce qui était intéressant dans ton background, c'est que tu as fait des études prestigieuses de commerce à LSI, à Londres. Et d'expérience, je sais que ce genre d'études, c'est vraiment pour se positionner en général pour un début de carrière, pour le monde des corporations ou bien les banques, le conseil comme ça. Mais toi, par contre, tu es tout de suite entré dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans l'intrapreneuriat, par exemple avec le projet de création d'un coworking ou ton projet avec le Green Van Company. Et je me demandais, est-ce que c'était vraiment volontaire d'entrer dans ce chemin le moins fréquenté ou comment est-ce que tu as abordé la chose ? Alors, moi j'ai toujours travaillé pendant mes études, entre mon bachelor et mon master. Puis quand j'ai terminé mon master, j'avais un peu le choix de revenir en Suisse ou justement suivre ce parcours et puis rentrer dans une grosse banque ou dans une grosse boîte. Parce que d'ailleurs la plupart de mes anciens collègues de classe ont fait. J'ai décidé de revenir en Suisse pour pouvoir bosser sur des projets, continuer de travailler sur Green Van. Après, je l'ai plus fait par passion, par conviction, parce que je sentais que c'était ce que je voulais faire. Et puis voilà, j'ai pris je l'ai vraiment fait parce que je sentais que c'était la chose que je devais faire et non pas parce que c'était plus cool d'être entrepreneur ou intrapreneur ou pas à cause des heures ou autre. Vraiment, c'était le feeling à l'époque. Je me suis dit, je dois rentrer en Suisse et puis faire mes projets. Intéressant que tu parles de l'aspect c'est la classe d'être entrepreneur ou c'est fun ou c'est à la mode, parce qu'on voit quand même parmi les jeunes ou en tout cas certains étudiants que ça peut être une forme de tendance, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour vraiment trouver leur propre voie ? Bon, alors, moi je pense qu'on s'invente pas entrepreneur. Ça me fait toujours rire les cours d'entrepreneurship. Je pense que ça prend pas. La plupart des entrepreneurs, en fait, ont trouvé une bonne idée, ont eu une bonne idée ou avaient une passion et ont commencé à travailler dessus, souvent à côté de leur job. Et puis avec beaucoup de détermination, ils ont réussi à en faire un projet viable. Il ne faut pas oublier que la plupart des entrepreneurs travaillent énormément d'heures, beaucoup plus d'heures que les employés, sont souvent moins bien payés. Et puis ça reste quand même un job une vocation qui est extrêmement précaire. On n'a aucune garantie de succès. On voit que les overnight success qui ont pris 25 ans à être faits avec des gars qui deviennent milliardaires entre guillemets du jour au lendemain après 25 ans, après avoir travaillé pendant 25 ans. Donc si je pouvais donner un conseil vraiment, c'est faut vraiment suivre ses passions dans la vie. Il faut être content le matin quand on va travailler, qu'on travaille pour une grosse boîte, pour une petite PME ou qu'on travaille pour soi-même. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, on va dire, avec tous ces freelances, toutes ces personnes qui font avec la gig economy, qui travaillent à côté de leur job. Moi, c'était un peu ça. J'ai racheté KissKiss à côté de mon job. J'ai continué de bosser pendant une bonne année. Autant pour KissKiss que pour notre family office avant de plus en plus lâcher mon job pour me concentrer sur l'entrepreneuriat, on va dire. Mais c'est pas sexy d'être entrepreneur en réalité. Si vous regardez les gens qui se lancent le plus souvent galèrent. On n'a pas des garanties d'exit, on n'est pas sûr que sa société reste pérenne. Donc, faut vraiment le faire par passion et par conviction. Si on a vraiment quelque chose qu'on aime faire, qu'on se lève tous les matins, on a le smile pour le faire, go. Sinon, faut pas le faire pour les mauvaises raisons.
Merci pour cette clarification. Et puis je note aussi que même dans l'entrepreneuriat, tu as une perspective assez singulière, puisque quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense à la création d'entreprise. Et puis toi, tu as plutôt tendance à en faire l'acquisition et ensuite la consolidation, qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu as remarqué une différence de rôle entre un CEO ou un directeur qui serait dans la création et quelqu'un qui serait plutôt dans l'acquisition et la consolidation? Alors nous, chez Audacia, on fait les deux. J'ai vraiment commencé, vu mon background, par l'acquisition, restructuration de société. Maintenant, on a tout un pôle venture en interne où on crée des nouveaux projets. Après, pour moi, il y a vraiment plusieurs types de... C'est clair, il y a plusieurs types de profils. On va avoir vraiment les personnes qui seront CEO ou plutôt CEO, qui seront très structurées, qui vont vraiment être dans l'opérationnel. C'est pas du tout le même profil que quelqu'un qui va reprendre, qui va restructurer pendant quelques années et repartir. C'est pas le même profil qu'un start-upper, ce que j'appelle. Un start-upper, c'est ces personnes qui cherchent pas forcément le profit ni la pérennité de leur boîte, mais qui vont travailler pendant, 5 à 10 ans, cravacher à fond pour finalement revendre. Donc c'est vraiment des profils différents. Puis quand on regarde, ces gens-là répètent souvent le même schéma quand ils changent de projet, de société ou autre. Ils refont la même chose. Donc voilà, moi je pense que je suis assez polyvalent, mais j'ai surtout réussi à m'entourer de très bonnes personnes qui sont vraiment bonnes chacune dans leur domaine, et c'est le plus important. Oui, j'ai pu constater lors de ma première visite. Et ensuite, pour guider quelqu'un à trouver vraiment quel type d'entrepreneur il ou elle serait, est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient à l'esprit juste pour les aider à trouver leur propre type d'entrepreneuriat? C'est compliqué. Franchement, je pense qu'on le sent. Si on est quelqu'un de déjà très structuré à l'école, je pense que voilà. Si on est, il y a plein d'entrepreneurs qui terminent pas l'école. Il y en a plein qui vont jusqu'au PhD. Donc moi je l'ai senti. Je saurais pas comment. J'arriverais peut-être à le déceler en voyant la personne, mais c'est difficile à expliquer comme ça. Je comprends bien. C'est encore une fois une question d'intuition. Puis pour revenir sur ton modèle à toi de base, qu'on pourrait appeler le private equity ou simplement l'investissement dans le capital privé, ce qui est intéressant, c'est que ça devient vraiment une tendance de fond, surtout ces peut-être 10-15 dernières années. Dans un monde où les retours sur investissement sont très faibles, on a tendance à sortir des marchés publics et aller chercher quelque chose d'un petit peu plus exotique. Mais cette approche, elle est souvent critiquée comme étant un petit peu prédatrice ou lever de la dette sur des entreprises qui ne peuvent pas forcément la soutenir, etc., etc. Et toi, j'ai l'impression que tu abordes la chose plutôt sous l'angle de l'accélération plutôt que de la prédation et puis du rendement maximum sur le court terme. Mais comment tu t'assures de créer cette valeur réelle plutôt que simplement faire de l'ingénierie financière ou comptable? Alors, je pense que c'est une question de vision. Je cherche des boîtes qui ont un fort potentiel, qui demandent juste à être boosté un petit peu. Je cherche pas forcément des grosses boîtes où il faut aller faire du cost cutting, virer du monde et puis essayer de la revendre derrière. De nouveau, moi je cherche à créer un modèle périn, à grandir. Donc je réfléchis plutôt à où est-ce que je serai dans 20 ans que dans 5 ans. Donc c'est plus une histoire de vision. C'est toujours une histoire aussi de méga-trends, comme l'écologie, je pense l'e-commerce, la blockchain. C'est des méga-trends, c'est des choses qui vont être là encore dans 15-20 ans. Et donc, je me concentre je me focus là-dessus et je me dis, voilà, comment est-ce que je fais pour amener une société aujourd'hui du point A au point B tout en gardant un modèle périn qui me permet en fait d'autofinancer les investissements. Après, j'ai pas une grosse équipe derrière pour aller faire, de nouveau, juste du cost cutting, mais en plus c'est même pas je pourrais le faire tout seul, mais c'est pas ça me fait pas vibrer d'aller virer des gens. Au contraire, je préfère engager du monde et vraiment créer quelque chose et être fier de ce qu'on a créé. Si on regarde ce qu'on a fait en 2 ans, il y a 2 ans et demi, j'étais tout seul. Là aujourd'hui, on est une soixantaine. Je trouve beaucoup plus beau ça que l'inverse, de commencer avec 60 personnes et finir avec 12 pour revendre. Donc l'aventure humaine aussi autour est très importante pour moi. En parlant de méga-trends, tu as mentionné la blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Audacia est en train de faire une première mondiale qui est dans le processus, mais presque finie, d'après ce que j'ai compris. Vous tokenisez votre capital de manière à l'ouvrir à l'extérieur pour des investissements sous forme de tokens sur la blockchain. C'est exact. En fait, on l'a même, c'est déjà terminé. On a tokenisé officiellement le capital d'Audacia au mois d'avril.
Donc on a fait tout le process, changement de statut ou autre. Il faut savoir que c'est devenu légal en fait, de tokeniser tout type d'assets en Suisse depuis le mois de février 2021. Donc on a vraiment sauté sur l'opportunité pour être une des premières sociétés, si ce n'est la première à le faire. Je n'ai pas entendu d'autres, en tout cas pour le moment, à avoir tokenisé l'entier du capital. Et puis on a été accepté on a été admis au trading en fait sur une plateforme qui s'appelle TDX qui est détenue par Taurus, qui nous a aussi aidé à tokeniser justement les parts d'Audacia. Puis aujourd'hui, uniquement les investisseurs qualifiés malheureusement, mais aujourd'hui tu peux aller sur cette plateforme et puis acheter des tokens d'Audacia qui te donnent un droit de vote et un droit au dividende. Et en fait, chaque token représente une action. À la place de l'avoir en papier, tu l'as sur la blockchain. C'était justement ma deuxième question. Comment est-ce que j'investis? Évidemment, il y a cette histoire d'être accrédité. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, pour quelqu'un qui serait éligible, à quoi ressemblerait le processus en quelques étapes? C'est très simple. J'espère bientôt tout le monde pourra venir acheter des tokens. Donc aujourd'hui, c'est juste que la FINMA a mis quelques règles. Donc il suffit d'aller sur le site TDX. De répondre aux questions. Il y a un petit KYC, donc faut répondre à 2-3 questions, envoyer une photo de passeport, vérifier que c'est bien nous derrière. Faut envoyer de l'argent pour valider le compte. On peut envoyer un BAL, c'est juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de blanchiment d'argent ou surtout que ce soit quelqu'un d'autre qui détienne le compte. Et puis après, c'est simple. Il y a plusieurs sociétés. Pour le moment, il n'y a que la mienne, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver au courant de l'année. Et tu peux venir et puis trader les tokens. Donc tu mets des ordres d'achat et des ordres de vente comme tu le ferais pour n'importe quelle société. Merci pour les explications. Et quel était l'objectif derrière cette première? Est-ce que c'était de simuler un petit IPO, mais qui n'était en réalité pas public? Ou est-ce que ce serait plutôt de paver le chemin dans cette nouvelle ère des investissements alternatifs? Non, alors c'était clairement de paver le chemin. C'est vraiment de montrer qu'on pouvait le faire, que la technologie était là, existait, et que, il y avait encore énormément de choses, qu'on pouvait vraiment démocratiser l'accès au private equity. Après, faire une petite IPO, c'était vraiment pas mon but. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu d'investisseurs de l'autre côté. La plateforme est live depuis, 2 semaines. Donc, aller faire une mini IPO pour quelques centaines ou milliers d'investisseurs, c'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche plutôt des millions. Je suis pas forcément vendeur, vu que je connais le potentiel de ma société, je sais où je veux l'amener. Donc, j'ai ouvert le capital surtout pour mes employés, puis pour démontrer qu'on pouvait facilement trader des tokens qui représentaient des actions. Et je pense que dans le futur, la blockchain aura un énorme rôle à jouer là-dedans. Donc, j'avais envie d'être un des pionniers. Merci d'ouvrir la voie. Et en parlant de cette exploration, je me demandais si tu considérais la technologie comme prête à être démocratisée et surtout adoptée, ou qu'on était plutôt au niveau encore protocolaire, peut-être un petit peu comme la fin des années 90 pour le web, par rapport à ces protocoles. Est-ce qu'ils sont prêts, ou est-ce que tu es encore un super early adopter et ça viendra? Alors, la technologie existe déjà depuis un moment. Après, elle va clairement évoluer. On le voit même dans l'e-commerce. La technologie qu'on utilise aujourd'hui pour les sites d'e-commerce, c'est pas la même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Les technologies évoluent très rapidement, mais la base, c'est la même. Donc, la technologie est là. Elle est très accessible. Plus accessible qu'on pourrait le croire. Après, c'est juste une histoire de... Aujourd'hui, on utilise une autre technologie, ça va changer. Par contre, c'est clair que la CMTA fait un travail énorme derrière pour pouvoir mettre des règles en place pour justement simplifier l'accès à la blockchain. C'est intéressant que tu parles de la Suisse qui se positionne comme pionnière avec ses nouvelles régulations, même le soutien de la FINMA qui joue le jeu. Et c'est drôle de voir la Suisse qui se positionne comme pionnière, mais on a cette dichotomie qui reste toujours un peu en Suisse, c'est qu'on est à la pointe en termes d'innovation. Les rankings et puis les classements mondiaux parlent d'eux-mêmes en termes d'infrastructure, compétitivité, mais on est toujours perçu comme retardataire, un petit peu lent, un petit peu les derniers à adopter les choses. Comment est-ce que tu perçois cette dichotomie? Alors je pense qu'on a des très bonnes universités, on a des très bons centres de recherche en Suisse, on a
niveau tech, on est très avancé. Le seul problème, c'est que niveau infrastructure derrière, parfois ça ne suit pas forcément. On aimerait tous avoir Amazon Prime, commander quelque chose, être livré en 2 heures. Aujourd'hui, la Suisse ne le permet pas. C'est un petit pays, c'est quand même compliqué. On n'est pas beaucoup, on est 8 millions d'habitants, 4 langues. C'est des pays qui sont plus compliqués que les États-Unis où ils sont 40 fois plus avec une seule langue, une seule règle. Donc c'est des pays qui se portent un peu plus à l'adoption, on va dire, technologique. Puis on regarde les grosses sociétés en Suisse doivent s'exporter à l'étranger et on a beaucoup de talents en fait qui sont formés en Suisse et qui partent après à l'étranger pour mettre en œuvre en fait leurs produits. Donc ils font la recherche ici, ils créent leur MVP, puis une fois que ça fonctionne, ils vont dans d'autres pays. C'est plus un problème, on va dire, macroéconomique et d'infrastructure et du fait qu'on soit un petit pays enclavé que d'un manque de volonté, je pense, de la Suisse. Donc en fait, ce serait peut-être un problème d'échelle et de scale. Exact. Et selon toi, est-ce que le Covid, cette crise et puis tous ses antécédents auraient la possibilité de résoudre un petit peu ce paradoxe suisse? Je pense que pas mal de gens les gens commandent de plus en plus online, on le voit à nous-mêmes. Je pense que tout le monde a vu les chiffres de l'année passée, année record pour tous les sites d'e-commerce. Et une année extrêmement compliquée pour les retails plus traditionnels. Après, au niveau, nous, on n'a jamais eu autant de problèmes au niveau logistique derrière pour envoyer des produits, même juste en Suisse. Puis après, on ne parle même pas de l'étranger. Je veux dire, c'était un bordel pas possible d'envoyer des produits depuis la Suisse à l'étranger avec les postes qui étaient saturés. Donc, est-ce que ça va accélérer? Je ne sais pas. Parce que de nouveau, on peut aller aussi vite qu'on veut avec la tech. Pour tout ce qui est software, ça peut aller. Mais bon, dès qu'il y a du produit physique derrière, c'est toujours compliqué. On est quand même contraint d'utiliser les services postaux, des services tierces. Et j'ai pas vu forcément d'accélération à ce niveau-là. Au contraire, je pense que beaucoup n'étaient pas prêts, ont été surpris. Bon, j'espère que maintenant ils vont apprendre justement de cette crise et puis vont scaler un peu leur service. Et en parlant justement de scale, d'échelle, avec toute l'infrastructure e-commerce et marketing digital que vous avez au cœur du groupe Audacia, d'après tes indicateurs, est-ce que tu serais capable de proposer une forme de vision pour les 5 à 10 ans qui viennent par rapport au commerce, ou est-ce que c'est quand même flou malgré vos millions d'indicateurs et de data? Bon, de toute façon, nous, on vise à aller à l'étranger, à continuer de s'étendre à l'étranger. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, trouver les talents. Après, le nombre de clients, c'est clair. La vision, c'est clair. L'e-commerce va va continuer son essor. Les gens vont de plus en plus commander sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on a les services s'améliorent. On est livré de plus en plus rapidement. Dès qu'on a un problème, on peut renvoyer. Le service client est rapide avec des systèmes de ticketing. Souvent, on trouve des meilleurs prix qu'en magasin. Donc, en fait, les magasins, les retails devront se réinventer. Par contre, c'est clair, les gens vont continuer d'aller au mall, vont continuer d'aller au magasin, mais plus pour chercher une expérience. Je pense qu'ils vont continuer d'y aller pour aller essayer des produits, voir des pop-up stores avec des trucs sympas à faire qui seront on va dire, qu'on pourra que faire dans les magasins physiques. Ou chercher des produits qu'on trouvera que dans les magasins physiques et pas que online. Mais on voit que la plupart des grosses marques même maintenant se lancent en faisant du D2C, ferment des magasins, ferment des magasins physiques pour pousser de plus en plus l'online. On contrôle mieux les datas online, on arrive à offrir un meilleur service aussi aux clients. Donc ça va continuer, mais c'est clair que pour moi, le magasin physique ne va pas mourir, il va juste devoir se réinventer. Merci pour cette vision. Et pour clore cette interview, j'ai 3 petites questions qui sont un petit peu sous une forme de présentation rapide d'Audacia. La première, c'est qu'on sait que tu es constamment à la recherche d'opportunités, de rachats d'entreprises prometteuses, mais que tu es très sélectif. Du coup, ma question, c'était, est-ce que, en quelques mots, tu pourrais partager tes critères au cas où un revendeur potentiel nous écouterait? Alors,
Bon, je regarde tous les deals qu'on nous envoie. Donc vraiment à ce niveau-là, je suis agnostique et extrêmement curieux. Donc j'aime voir aussi ce qu'il y a sur le marché. Par contre, c'est clair que je me concentre principalement sur ce qui est IT, tech, e-commerce. Aujourd'hui, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling aussi avec le vendeur, parce que on va passer du temps ensemble pendant la période de transition. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait un potentiel aussi de croissance, que ce soit pas forcément une technologie ou un produit qui soit mourant. Et surtout, il faut que j'ai un certain feeling pour moi, ça doit faire partie ce que j'appelle les méga trends de nouveau. Après, je me trompe peut-être que dans 20 ans, les méga trends que je me serais fixés étaient fausses, mais il faut que ça reste dans les méga trends, des choses qui seront là, qui vont perdurer dans le temps, où je peux me permettre de vraiment créer une vision pérenne, parce que je ne veux pas investir de l'argent aujourd'hui, de l'argent, du temps, des ressources, mettre mes équipes sur des projets qui vont disparaître dans 3 à 5 ans. On voit typiquement ce qui s'est passé avec les fidget spinners. C'était juste, c'était cool pendant un été. Il y a plein de gens qui ont fait de l'argent là-dessus. Moi, reprendre une boîte qui fait des fidget spinners, je pense que c'est clairement pas un méga trend. Par contre, aller travailler sur des projets un peu plus écologiques, ou l'e-commerce en règle générale, je pense que là, ça vaut clairement la peine, parce que je peux investir du temps, de l'argent pendant plusieurs années, et je pense que j'aurai vraiment un retour sur investissement sur le très long terme. Et justement, pour t'accompagner sur le long terme, je sais que vous êtes aussi toujours à la recherche de profils pour vous accompagner avec cette croissance fulgurante. Est-ce que, outre les critères évidemment relatifs au job en question, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu recherches dans un profil, peut-être de manière... Alors, pour moi, les diplômes, ça compte peu. Je préfère quelqu'un qui est extrêmement curieux, et puis vraiment, je recherche des profils entrepreneuriaux, des gens qui ont constamment envie d'apprendre. On voit que les technologies évoluent très vite. Quelque chose qu'on apprenait il y a 5 ans, aujourd'hui est peut-être obsolète. Donc, si on n'est pas curieux, on ne va pas trouver les nouvelles idées, on ne va pas vouloir apprendre les nouvelles technologies. Et donc, c'est des profils qui, malgré des très bonnes études ou un très bon background, deviendront peut-être obsolètes dans le temps. Donc, je recherche vraiment cette curiosité et cette petite audace d'essayer des nouvelles choses. À bon entendeur. Et finalement, on sait qu'Audacia est une véritable machine à créer du contenu, la preuve en est. Et pour vous trouver et pour vous inspirer sur les différentes plateformes, parce que je sais que vos contenus sont adaptés à chaque plateforme, le ton n'est pas le même, où est-ce qu'il faut vous chercher pour quel type de contenu? Alors on est partout, on a commencé justement à créer du contenu très récemment, mais on est aujourd'hui sur Instagram avec avec toutes les sociétés, avec la plupart des sociétés. On est sur TikTok, donc ça on a commencé, j'adore les formats TikTok. Bien sûr LinkedIn, on a les podcasts aussi sur YouTube et Spotify. Après j'oublie peut-être certaines choses, je crois qu'on n'est pas encore sur Twitter, mais le plus simple c'est vraiment d'aller sur notre site audacia.co, et puis vous allez trouver nos blogs et puis accès à tous nos réseaux sociaux. Puis on crée de plus en plus de contenu qui s'adresse à tout type d'audience. Merci pour l'orientation. Et finalement, je voulais te demander, avec tous ces projets et avec le groupe Audacia comme conglomérat général de tous tes projets, quel est ton impact? Qu'est-ce que tu cherches? Bonne question. Je pense que je cherche vraiment à à créer de la valeur, que ce soit autant pour mes employés que pour mes clients. Vraiment d'améliorer l'expérience client au maximum. Et puis je cherche à me faire plaisir, c'est bête, mais tous les matins j'arrive, j'ai le smile, j'ai eu une vision il y a 2 ans, je vois qu'elle se met en place, et j'essaie de la développer. Mais cette vision, c'est vraiment offrir un top cadre de travail à mes employés pour qu'ils ils me le rendent très bien. Et puis d'ailleurs je les remercie tous, sans eux je ne serais pas là aujourd'hui. Et vraiment offrir un excellent service client et trouver justement ces méga trends pour investir dedans. On remercie évidemment toute l'équipe de nous avoir aidé à organiser cette interview, et on te souhaite plein de succès dans tous tes projets divers et variés. Merci Alexandre. Merci beaucoup.